Bonjour à tous, si vous avez un smartphone et que vous avez dû un jour chercher votre chemin, vous êtes sûrement servi de son GPS. Vous êtes-vous déjà demandé comment on faisait avant? Regarder un plan, une carte, on demandait notre chemin comme nos Ou parents. tu sèmes des cailloux, comme dans le petit pousset. Ok, mais si on est en plein milieu de l'océan et sans aucune terre en vue? Ouais, là c'est chiant. Ok, c'est parti, direction les étoiles, les boussoles, les sextants et un mystérieux caillou. Ah, je savais bien qu'il y a une histoire de cailloux. L'homme est un voyageur. Depuis qu'il a quitté sa région natale quelque part en Afrique, il n'a cessé de se répandre sur l'ensemble de la planète. Et quand il arrivait au bord de la mer, et sans voir ce qu'il y avait au-delà, il a eu tendance à tenter sa chance. Des traces de présence de populations viables d'Homo erectus sur des îles remontent à près de 800 000 ans, ce qui indique l'existence de traversées maritimes suffisamment maîtrisées. La colonisation de l'Australie il y a 50 000 ans et les échanges commerciaux en Méditerranée il y a plus de 10 000 ans indiquent également qu'Homo sapiens savait très tôt naviguer. Même s'il s'agit surtout de cabotage, de courts voyages en restant en vue des côtes, certains s'en éloignaient déjà, que ce soit pour la pêche ou pour atteindre certaines îles, laissant percevoir quelques connaissances pour s'orienter en mer. Durant l'Antiquité, les bateaux s'améliorent, mais on ne repère aucune trace de révolution des techniques de navigation. Il n'existe aucune carte ou instrument spécifique, que ce soit chez les Égyptiens et les Phéniciens qui réalisent pourtant un tour complet de l'Afrique, ni chez les Grecs ou les Romains qui sillonnent la Méditerranée. Pour s'éloigner de la côte, les marins apprennent des routes entre les hauts fonds et les caps difficiles. Ils naviguent à l'estime en suivant les vents dominants et les courants et corrigent leur trajectoire en fonction du lever et du coucher du soleil. La nuit, le lever et le coucher d'étoiles à l'horizon permet d'estimer la latitude. En atteignant la côte, le pilote s'oriente grâce à des points de repère naturels. À partir du 6e siècle avant Jésus-Christ, des phares et des tours lumineuses jalonnent les routes côtières vers les principaux ports. Dans le reste du monde, les techniques ne sont guère différentes. En Asie, on fait surtout du cabotage, où on suit les vents dominants entre les moussons. Par contre, les Polynésiens vont pousser le concept de navigation aux étoiles encore plus loin. À partir de 1500 avant Jésus-Christ, les peuples austronésiens vont se répandre à travers tout le Pacifique. Parmi eux, les Mélanésiens, les Micronésiens et les Polynésiens vont être de formidables marins. Dans la suite, je vais juste parler de Polynésiens, sinon on va pas s'en sortir. Pour pouvoir échanger entre les îles, ils avaient repéré 10 étoiles particulièrement brillantes qu'ils appellent Anna. En utilisant leur position dans le ciel les unes par rapport aux autres, ils connaissaient le cap à suivre vers l'archipel voisin. Les vents étant particulièrement réguliers à ces latitudes, ils connaissaient non pas la distance, mais le temps de traverser pour atteindre l'archipel en question. Ils arrivaient alors en vue d'une des îles, et ils n'avaient plus qu'à caboter d'île en île pour atteindre leur destination. La technique polynésienne était pratique pour naviguer entre deux archipels éloignés sans viser un point précis. La technique antique européenne était adaptée à une mer fermée où la terre n'est jamais loin. Dans les deux cas, il fallait un coin de ciel dégagé pour pouvoir faire le point. Ça tombe bien, le climat est plutôt clément dans ces régions. Ce qui n'est pas le cas quand on habite des contrées plus arctiques. Les Vikings. Ces peuples scandinaves ont été les plus grands navigateurs du Moyen Âge. À partir du 8e siècle, ils vont piller en Baltique et en mer du Nord, atteindre la Méditerranée et enfin rejoindre la mer Noire. Au passage, ils s'installent en Russie, en Angleterre, en Normandie et même en Sicile. Mais leur plus grande performance maritime est la traversée régulière de l'Atlantique Nord. À la fin du 9e siècle, des expéditions vikings atteignent l'Islande. Profitant de conditions climatiques favorables, ils s'y installent et commercent régulièrement avec la Norvège. À la fin du Xe siècle, Éric le Rouge fonde une colonie au sud du Groenland qui survivra près de 5 siècles. Il tente même d'établir des colonies sur les côtes de l'actuel Canada, mais sans succès. Voyager en mer à ces latitudes n'est pas une sinécure. Le temps est souvent mauvais et la mer difficile, mais rien n'effraie ces fiers marins. Pour se repérer, ils possédaient deux outils ingénieux et très pratiques, le compas et la pierre solaire. Le compas solaire viking est un grand disque de bois surmonté d'un gnomon, un bâton servant à repérer l'ombre du soleil. La veille du départ, les vikings marquaient à intervalles réguliers l'emplacement de l'ombre du gnomon sur le disque et traçaient une courbe qui reliait les points. Le point le plus près du gnomon indiquait l'ombre la plus courte, à midi lorsque le soleil était au sud. La demi-droite reliant le gnomon à ce point pointait alors toujours vers le nord. En mer, il suffisait d'aligner l'ombre du gnomon avec la courbe pour que le repère pointe à nouveau vers le nord, permettant de connaître la direction. Cette technique était efficace, mais nécessitait de voyager à une latitude constante, ce qui était le cas entre la Norvège et le Groenland. Il fallait également retracer la courbe au bout de quelques jours afin de compenser la déclinaison du soleil. Vous l'aurez deviné, ça ne fonctionnait que s'il y avait suffisamment de soleil. Si aucune éclaircie ne pointait pendant plusieurs jours, cela devenait problématique. Mais les Vikings avaient peut-être une autre astuce. Plus controversée, l'existence de la pierre de soleil repose sur des textes islandais et norvégiens du XIIe et XIIIe siècle, nommés l'histoire d'Haraldulf et ses fils et la saga de Hafn. Non, désolé, je ne tenterai pas la prononciation en vieux norrois.
Dans les deux cas, la Solar Stain est un objet précieux et important permettant de repérer l'endroit où se trouve le Soleil. Mais la plupart des spécialistes considèrent que cette pierre est plutôt une allégorie religieuse. Cependant, au XIVe et au XVe siècle, des inventaires de monastères citent la présence de pierres de soleil. 3 pierres existant en Scandinavie pourraient correspondre à la description: la cordierite, l'héliolite et surtout la calcite. Un cristal de ce dernier fut d'ailleurs retrouvé dans une épave anglaise datant du XVIe siècle. Mais comment fonctionnait cette pierre de soleil? Comment pouvait-on se repérer avec? Elle utilise la propriété de polarisation de la lumière, c'est-à-dire la façon dont elle oscille autour de son axe de propagation. Suivant l'angle du cristal avec le soleil, la lumière se sépare en 2 composantes et 2 taches apparaissent lorsqu'on regarde en dessous. Pour le calibrer, on le tourne jusqu'à ce que des taches apparaissent d'intensité égale et on note sur le cristal la direction du soleil. En mer, il suffit de trouver l'angle qui fait apparaître à nouveau des taches identiques pour que le repère pointe à nouveau vers le soleil. Une technique encore plus efficace lorsque le soleil est bas dans le ciel, et ce même par temps couvert et par brouillard, ce qui arrive régulièrement sur les mers que fréquentent les Vikings. Contrairement au compas, il n'y a pas de traces archéologiques d'une utilisation maritime, tout au plus des indices d'un usage tardif et peu documenté. Qui plus est, aucun de ces deux outils ne révolutionna la technique de navigation dans le reste de l'Europe. Pour ça, il faut se tourner vers l'Asie. La tradition veut que la Chine ait créé 4 grandes inventions qui ont révolutionné le monde: le papier, l'imprimerie, la poudre à canon et la boussole. Évidemment, je vais parler de la boussole. Le magnétisme était connu par plusieurs civilisations sous la forme de pierres attirant le métal comme la magnétite. Aucun usage pratique de cette propriété n'est pourtant connu jusqu'au Xe siècle. Au XIIe siècle, on retrouve dans le Wujing Zongyao, ainsi que dans des ouvrages de Shenkuo et Zhu Yu, la description d'une aiguille flottant dans un bol et pointant toujours vers le sud. Cette aiguille est d'abord utilisée par les militaires puis par les marins aux alentours du XIe et XIIe siècle. L'amiral Zhang He, qui parcourut l'océan Indien au début du XVe siècle, décrit d'ailleurs de nombreux caps de navigation pris grâce à cette boussole. L'arrivée de cet instrument en Europe est plus confuse, plusieurs hypothèses s'affrontent. Soit un passage des Chinois aux Européens via les Arabes, soit une réinvention européenne indépendante un siècle et demi après les Chinois. En effet, le premier usage rapporté de la boussole remonte à 1190. L'anglais Alexander Neckham décrit l'usage d'une aiguille aimantée par des marins dans la Manche, suggérant une technique déjà connue et éprouvée. Au XIIIe siècle, les citations se multiplient en même temps que les échanges maritimes entre Europe du Nord et Méditerranée. Au Moyen-Orient, les écrits semblent indiquer que la boussole chinoise se répand dans le monde musulman via l'océan Indien durant le XIIIe siècle également. Il faut ainsi attendre 1232 pour trouver cette aiguille flottante dans un récit persan. L'arabe Al-Kibjaki décrit également cet instrument qu'il aperçut durant un voyage vers 1242. Grâce à cette boussole, il devient possible de suivre un cap quelle que soit l'heure ou la météo, ce qui est plutôt pratique quand on sait où on est. Au début du XVe siècle, le prince portugais Henri le Navigateur lance de grandes expéditions le long des côtes africaines afin de commercer de l'or et des épices sans intermédiaire arabe. Pour mieux se repérer, les capitaines embarquent à bord un astrolabe. Inventé par Hipparque au IIe siècle avant Jésus-Christ, il est sans cesse amélioré par les Arabes comme Al-Zarqali. Cet instrument est une sorte de rapporteur. En pointant l'axe sur l'horizon et la réglette sur un astre, on peut calculer l'angle entre cet astre et l'horizon. Grâce à des tables de calcul, on peut alors en déduire sa distance avec l'équateur, autrement dit sa latitude. Sous le règne d'Henri, les Portugais découvrent Madère et les Açores et atteignent le Sénégal et le Cap-Vert. S'ouvre alors l'ère des grandes découvertes et avec elle l'amélioration de l'astrolabe. Au cours du XVe siècle, le mathématicien juif Gersonide invente le bâton de Jacob, une réglette graduée permettant de viser à la main et de lire rapidement le résultat. On voit également apparaître le cadran, puis au XVIIe siècle sa version maritime, le quartier de Davis, du nom de son inventeur. Cet instrument, plus pratique que le cadran traditionnel, permet de mesurer la hauteur du soleil dos à lui en repérant son ombre sur un repère avec une meilleure précision. Dans les années 1730, le mathématicien anglais John Hadley et l'inventeur américain Thomas Godfrey inventent chacun de leur côté l'octant, puis en 1757, John Bird met au point le sextant. Ces deux instruments reposent sur un jeu de miroirs mobile. En jouant sur l'angle des miroirs, on aligne le reflet de l'astre visé avec l'horizon. Il n'y a plus qu'à lire l'angle. L'octant étant moins précis mais aussi moins cher, ces deux instruments furent conjointement utilisés jusqu'au milieu du XIXe siècle, où le sextant s'imposa. Un utilisateur expérimenté pouvait alors calculer sa latitude à 3 ou 4 km près. A noter que les missions Apollo embarquaient un sextant pour se repérer par rapport aux étoiles, et que sa présence est encore obligatoire à bord des navires marchands. Mais connaître sa latitude, c'est bien. Connaître en plus sa longitude, et donc sa position exacte, c'est encore mieux. Jusqu'à maintenant, les marins se contentaient de naviguer vers le nord ou le sud pour atteindre la latitude visée, puis de suivre un cap est ou ouest pour traverser. Les mesures de longitude nécessitaient des techniques trop complexes pour être réalisées en mer, comme observer les éclipses des lunes de Jupiter grâce à un télescope puissant, suivant les travaux de Galilée et Cassini. Pour l'estimer plus simplement, le mieux est de connaître le décalage horaire par rapport à un méridien de référence. Au hasard, celui de Greenwich.
On essaye des clepsydres ou des sabliers de 24 heures ou encore des horloges à balancier montées sur cardan, mais l'imprécision est monstrueuse. Rendez-vous compte, 1 minute d'écart, c'est 30 km à l'équateur. Après 1 à 2 semaines en mer, ces horloges pouvaient avoir plusieurs dizaines de minutes d'écart, soit une erreur de plusieurs centaines de kilomètres. Grâce à des éphémérides, de grands tableaux remplis de positions des astres calculés précisément, on parvient également à estimer une longitude en calculant la distance angulaire entre la Lune et certaines étoiles. Assez précis, ce travail demande cependant une Lune bien visible et une observation laborieuse. En 1714, suite à de nombreux naufrages, le Parlement britannique lance le Longitude Act, une loi offrant 20 000 livres à la personne qui permettra de déterminer de manière simple et fiable la longitude en mer. En 1761, John Harrison, après 25 ans d'efforts, parvient à créer un chronomètre de précision. En observant le lever du soleil, de la lune ou d'étoiles précises, et en comparant l'heure à celle relevée au méridien d'origine, on parvient à calculer sa position à 1/2 degré près, soit 20 à 55 km suivant la latitude. Il faut cependant attendre le 19e siècle pour atteindre une précision supérieure à la méthode des distances lunaires. Avec un sextant et un chronomètre calibré, on pouvait se repérer n'importe où sur Terre. Mais cela demandait pas mal de calculs. Pour se faciliter la vie, les marins de la fin du 19e et du début du 20e siècle vont régulièrement utiliser les droites de hauteur. En connaissant le point terrestre où un astre est à son zénith et en mesurant l'angle qui forme avec l'horizon, on peut déterminer un cercle de position. Avec un deuxième astre, on a 2 cercles qui se croisent en 2 points, un au nord et un au sud. Avec un troisième, il est même possible de le réduire à un seul point. Avec un simple sextant, une météo clémente et un utilisateur expérimenté, on peut déterminer la position du navire à 1 ou 2 km près. Amplement suffisant pour savoir où on est et où on va. Par contre, pour éviter les récifs, mieux valait se fier aux phares et aux bouées de signalisation. Ainsi, malgré toutes les difficultés pour se repérer, les hommes ont su faire preuve d'ingéniosité pour ne pas se perdre en naviguant. À partir du milieu du XXe siècle, les systèmes de radionavigation puis de positionnement par satellite vont rendre obsolètes les anciennes techniques. Mais ce sont avec ces techniques que les Polynésiens, les Vikings, les Chinois et les Européens sont partis sur des mers inconnues pour découvrir de nouveaux horizons. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et partagez-la. N'hésitez pas à laisser des remarques, des suggestions ou des questions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à Facebook et à Twitter. Et je vous laisse avec cette citation de Zeus. Release the Kraken! Oh, pas le Kraken!